On va entamer le transfert thermique, un nouveau chapitre qui fait partie de la thermodynamique. Donc on va commencer par introduire ce chapitre. Donc le but de l'introduction, c'est de répondre en fait à deux questions. La première question, c'est quoi en fait la chaleur? La deuxième question, comment le système, n'importe quel système, n'importe quel corps, comment il peut donc échanger la chaleur avec le milieu extérieur. Bon, commençons par la première question. Donc la chaleur, c'est en fait un transfert énergétique, donc c'est une énergie qui se fait entre le système et le milieu extérieur sans aucune action mécanique. Et pour interpréter quantitativement cette grandeur, on peut utiliser le premier principe qu'on a déjà vu en première année. Donc je vais supposer que le système il est au repos. Donc le système est supposé au repos. Et il subit une seule action mécanique qui est la force de pression. Donc dans ces conditions, le premier principe s'écrit: la chaleur échangée, l'énergie interne, échangée, donc est égale à la chaleur échangée plus le travail échangé. Donc lors d'une transformation élémentaire, l'énergie interne, la variation de l'énergie interne du système, donc égale à la chaleur échangée plus le travail échangé. Et puisque la seule action mécanique exercée sur le système est la pression, donc le travail échangé, c'est moins P fois la variation de volume. Donc je rappelle que la pression, P c'est la pression, et V c'est le volume. Donc si on considère une transformation isochore, c'est-à-dire que le volume est constant, donc la variation de volume ici, elle sera nulle. Donc il n'y a pas de travail échangé entre le milieu extérieur et le système. Donc la variation d'énergie interne, elle va s'identifier avec la chaleur. On en déduit alors que la chaleur échangée à volume constant égale donc la variation de l'énergie interne. Donc l'indice V veut dire que la transformation elle est isochore, c'est-à-dire se fait à volume constant. Donc ici on en déduit une première interprétation de la chaleur. Donc la chaleur, c'est la variation d'énergie interne si le système garde un volume constant. On peut interpréter aussi la chaleur grâce à la grandeur H. Je rappelle que H c'est l'enthalpie. Elle est par définition donc l'énergie interne U plus PV. Donc la variation de l'enthalpie, c'est la variation d'énergie interne plus P de 2V plus V de 2P. Donc si on utilise cette relation, donc D de U égale delta Q plus moins P de 2V, donc le P de 2V ici sera simplifié, et on va trouver alors que D de H égale donc delta Q plus V de 2P. Donc si on considère alors une transformation isobare, c'est-à-dire qui se fait à une pression constante, alors ici le terme il va s'annuler et D de H égale alors delta Q et par suite QP égale la variation de l'enthalpie. D'où la deuxième interprétation de la chaleur. Donc la chaleur c'est la variation de l'enthalpie de système si la pression est constante, c'est-à-dire si il effectue une transformation isobare. Ensuite, en exploitant le deuxième principe, on comprend que le sens de propagation de la chaleur, le sens de transfert de la chaleur, il est imposé. Il est imposé donc du corps chaud vers le corps froid. Donc, en conclusion, on a dit que la chaleur, donc, c'est le transfert énergétique sans aucune action mécanique. La chaleur, c'est la variation d'énergie interne à volume constant. C'est aussi la variation
de l'enthalpie à pression constante. Et le deuxième principe impose un sens de transfert du corps chaud vers le corps froid. Le deuxième objectif de l'introduction, c'est de répondre à la deuxième question. Comment se fait le transfert thermique? Comment le système il peut échanger de la chaleur avec le milieu extérieur? Donc en fait, il y a trois modes. Il y a la conduction thermique, il y a la convection thermique, il y a le rayonnement thermique. Donc pour expliquer de façon simplifiée ces trois modes, on peut considérer une expérience presque quotidienne. C'est le chauffage d'une casserole grâce à une flamme. Donc on suppose que la casserole elle est constituée de l'inox et la main de la casserole elle est en bois. Et donc l'objectif c'est de chauffer une certaine quantité d'eau. Voilà. Donc la chaleur va être transmise de la flamme vers l'eau à travers l'inox. Mais lors du transfert de chaleur, l'inox il est toujours stable. Donc l'inox il est le siège du phénomène de conduction. C'est-à-dire que la chaleur, elle est en train de passer à travers l'inox, mais sans aucun transport macroscopique de matière. Donc l'inox, elle est stable macroscopiquement, mais la chaleur, elle est en train de se propager à l'intérieur de l'inox. C'est-à-dire que le transfert par conduction est un transfert microscopique, il est basé sur l'agitation thermique. Et quand la chaleur arrive à la couche la plus basse de l'eau, donc cette couche elle va se chauffer et alors donc elle va devenir moins dense, donc elle va monter et la couche qui est froide donc elle va descendre. Donc on remarque ici donc un mouvement de turbulence, d'où le déclenchement du phénomène de convection. Donc la convection c'est le transfert de chaleur avec transport macroscopique de matière, c'est-à-dire qu'on peut détecter au niveau macroscopique un mouvement global de la matière. Donc cette convection, comme vous le remarquez, c'est une convection qui est déclenchée de façon naturelle. Donc elle est basée sur le décalage de densité au niveau de l'eau. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle convection naturelle. Mais parfois, c'est nous qu'on déclenche artificiellement la convection. Et à ce moment-là, on parle alors de la convection provoquée qui est utilisée aussi presque quotidiennement dans les PC. Donc tout le monde utilise le PC et il entend en général le son du ventilateur qui est en train de refroidir le microprocesseur. Donc regardons ça de plus près. Donc ici, on a une station de calcul qui contient donc une carte graphique donc qui s'échauffe énormément lors de son calcul. Et pour la refroidir, donc on utilise un système de ventilateurs. Donc ces ventilateurs vont créer des turbulences locales de l'air. Donc c'est une convection qui est provoquée. Et l'air froide, donc elle va entrer à travers les couches métalliques du radiateur qui va ensuite refroidir le système. Donc le radiateur il est composé par plusieurs couches métalliques. Donc ça ce qu'on appelle en fait une seule couche métallique, elle est appelée ailette de refroidissement. Donc on va voir ça plus en détail lors de la leçon, même on va faire le calcul et on va montrer que ce système il est capable de refroidir donc la carte graphique, etc. Donc il est utilisé dans plusieurs phénomènes, dans plusieurs systèmes. Revenons à notre casserole. Donc on a parlé jusqu'à maintenant de deux modes, la conduction et la convection. On a distingué donc la convection naturelle de la convection provoquée. Et ensuite on a le troisième mode, c'est le rayonnement. Donc le rayonnement, c'est en fait le transfert de chaleur par l'intermédiaire d'une onde électromagnétique, c'est-à-dire que le champ électromagnétique, c'est lui qui va transporter cette énergie. Donc c'est simple, il suffit de rapprocher notre main de la flamme
donc on va détecter une certaine chaleur. Donc ça, c'est en fait le rayonnement. Mais rayonner une onde électromagnétique, ça dépend aussi de l'intervalle. Donc par exemple, la flamme, elle rayonne dans le domaine du visible, parce qu'on est capable de voir les couleurs de la flamme. Par contre, la casserole rayonne aussi. Par exemple, l'inox, il rayonne, mais il rayonne dans l'infrarouge. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas observer grâce à l'œil nu, donc ce rayonnement. Et on va comprendre pourquoi l'inox rayonne dans l'infrarouge et la flamme rayonne dans le visible. Donc ça, c'est parmi les objectifs de la leçon. Et concernant la flamme, si on la regarde de plus près, donc ici, j'ai apporté avec moi donc une bougie pour mieux voir le phénomène plus en détail. Donc si on regarde du plus près cette bougie, donc on remarque qu'il y a en fait deux couleurs. Donc il y a la couleur orangée qui est prépondérante, mais si on regarde la base de la flamme, donc on remarque qu'elle est bleue. Donc pourquoi la base elle est bleue et le reste il est presque orangé? Donc ça c'est parmi aussi les questions qu'on va y répondre lors de la leçon. Donc en conclusion, on a donc 3 modes possibles de transfert de chaleur. Donc il y a le mode conduction, le mode convection et le mode rayonnement. Et le rayonnement peut se faire donc dans le domaine visible ou bien dans le domaine invisible. Bon, comprendre le transfert thermique, c'est aussi contrôler ce transfert. C'est-à-dire, dans certains cas, on a besoin, par exemple, de minimiser ce transfert. Donc, c'est, par exemple, comme utilisation aussi fréquente et pratique, c'est la bouteille isotherme. Donc, la bouteille isotherme, surtout lors des périodes de révision, donc, on a besoin d'un café qui est un peu chaud, donc c'est important ça, donc pour la révision parfois. Donc pour conserver la chaleur de ce café, donc on utilise la bouteille. Voilà, donc ma bouteille en fait elle est cassée, mais ça c'est exprès pour vous montrer donc en coupe qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans. Donc vous voyez ici qu'il y a 2 couches en fait, 2 couches de verre. Donc ces 2 couches sont du verre. Et on appelle ça, c'est le double vitrage, parce qu'il y a 2 couches de verre, et entre les 2 couches, il y a de l'air. Donc cette technique, elle permet d'isoler thermiquement le café de l'extérieur, et donc de minimiser le refroidissement du café. Bon, pourquoi ce système il est capable d'isoler thermiquement le café? Donc ça, c'est parmi les questions qu'on va y répondre aussi. Ensuite, vous remarquez que le verre, on dépose sur ce verre une couche de métal. Donc vous voyez que le métal ici, il s'agit de l'aluminium. Donc c'est un verre qui est traité, on va dire. Donc pourquoi cette couche d'aluminium? C'est en fait pour minimiser le rayonnement. Parce qu'on a dit que le rayonnement, c'est une onde électromagnétique. Et on a vu dans le chapitre de l'onde électromagnétique, on a vu que pour qu'une onde peut traverser un métal, donc elle doit donc pénétrer dans le métal à travers l'épaisseur de peau. Et on a vu que pour les bons conducteurs comme le cuivre, cette épaisseur de peau, elle est très faible. Donc pratiquement, la couche d'aluminium, elle va jouer le rôle d'un isolant pour cette onde. Donc c'est un écran. Donc la couche d'aluminium, elle ne va pas laisser passer l'onde électromagnétique, donc le rayonnement thermique, et donc on augmente encore plus l'isolation thermique. Donc le but de cette bouteille isotherme, c'est de minimiser les 3 modes de transfert thermique, et grâce donc à cette technique, on peut conserver la chaleur du café. Donc si on fait un petit calcul, donc on va essayer donc de chercher la chaleur nécessaire pour que le café se refroidisse. Donc prenons par exemple une bouteille. Donc ça c'est la partie en double vitrage.
Donc ici, le double vitrage. Voilà. Donc ici, on a mis à l'intérieur de la bouteille du café. Donc on va supposer qu'il est à 60 degrés Celsius par exemple. Donc disons que c'est 1 litre de café. Voilà. Et à l'extérieur, donc supposons que la température c'est 20 degrés Celsius. Donc la question, après le refroidissement, c'est-à-dire lorsque le café il va atteindre la température 20 degrés Celsius, qui sera donc après des heures, après quelques heures. Combien de quantité de chaleur le café va perdre? Donc on peut appliquer la formule qu'on a déjà vue dans cette introduction, QP égale delta H. Pourquoi on a choisi ça? Parce que le transfert de chaleur, il va se faire à la pression atmosphérique. Donc la pression ici est une constante. Donc cette transformation est bien une transformation qui est isobar. Donc on peut utiliser le fait que QP égale delta H. Or, delta H c'est quoi? C'est CP fois dt fois delta T. Donc c'est la capacité calorifique fois la variation de la température. Et si on considère une capacité calorifique volumique, donc on doit multiplier aussi par le volume. Donc ici on a 1 litre de volume. La capacité calorifique du café, on peut la considérer celle de l'eau qui est égale à 4180 et multiplié par le décalage de température entre le 60 et le 20, c'est le 40 degrés. Donc on va trouver à peu près une valeur de 167,2 kJ. Donc c'est cette quantité de chaleur qui doit être perdue par le café pour qu'il atteigne la température ambiante. Mais pendant quel temps cette perte de chaleur va se faire? Est-ce que ce temps-là est égal au temps nécessaire pour qu'un verre de café se refroidit? Donc certainement pas, parce qu'un verre laissé sur la table, donc il va se refroidir certainement plus vite, mais il va perdre la même quantité de chaleur. Donc quelle est la quantité qui fait la différence entre les deux? Ce n'est pas certainement la quantité de chaleur, mais il y a une autre quantité qu'on va découvrir aussi lors de la leçon.